Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Alors que le prix du baril de pétrole est au plus bas, nombre de pays se tournent vers le vert ou le bleu pour porter leur croissance. L'économie bleue pourrait devenir un véritable or bleu ou peut-être qu'elle l'est déjà d'une certaine manière. La dimension stratégique de l'économie bleue est une évidence pour le Maroc, pour l'Afrique et pour le reste du monde, naturellement. Alors qu'est-ce que l'économie bleue? Eh bien, parmi les définitions que l'on donne à l'économie bleue, eh bien, cette économie regroupe toutes les activités économiques menées dans les fleuves, les lacs, les nappes souterraines, les fonds marins, les mers et bien sûr les océans. Mais l'économie bleue, comme le souligne le Steve Jobs du développement durable, Gunther Pauli, l'économie bleue renvoie aussi au modèle de production des écosystèmes et de la résilience. Elle est ainsi axée sur l'entrepreneuriat social, la croissance durable. L'économie bleue se concrétise principalement avec l'aquaculture, la mariculture, les activités portuaires, l'écotourisme côtier, l'énergie bleue, les bioproduits marins ou encore la biotechnologie. Et aujourd'hui, un peu plus de 6 mois après la COP22, dont une bonne partie a été dédiée justement à cette question des océans, nous dressons ce soir l'état des lieux sur cette croissance bleue en compagnie de mes invités. Mohamed Ben Yahia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous faites partie du comité de pilotage de cette COP22 et également vous êtes directeur partenariat et coopération au secrétariat d'État chargé du développement durable. Absolument. Bienvenue. Merci. Également aujourd'hui pour parler d'économie bleue, mais du point de vue touristique, j'ai le plaisir de recevoir Tariq Siddiq. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur stratégie au sein du ministère du Tourisme. Tout à fait. Bienvenue. Merci. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Biloud Lokili. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes professeur en droit de la mer. Tout à fait. À l'université Mohamed VI à Rabat. Tout à fait. Bienvenue, monsieur. Merci. Également aujourd'hui sur le plateau de l'Hebdo Éco, Mehdi Alaoui Mdagri, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur du Forum de la mer qui se tient depuis 5 ans maintenant à El Jadida. Parfaitement. Bienvenue. Merci. Alors, tout d'abord, messieurs, j'aimerais, vu que l'on parle de la COP22, j'aimerais justement qu'on dresse le bilan, Mohamed Ben Yahia, de cette COP22, de cette après-COP22. Bien, alors d'abord il faudrait peut-être rappeler que la COP22 est une COP qui ne ressemble à aucune autre, puisque c'est une COP qui vient après l'adoption de l'accord de Paris. D'ailleurs, la COP22 a vu l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, ce qui est un événement exceptionnel pour un accord international de ce type. Et donc, c'était une COP de l'action, après de nombreuses années de négociations. Donc la COP22 était un événement important pour agir et faire en sorte que le climat soit pris en main, non seulement par les gouvernements, mais également par l'ensemble des acteurs. Et c'est ce qui caractérise la COP22, c'est que pour la première fois, on a réuni dans un même lieu et dans un cadre formel les acteurs non étatiques et les représentants du Alors, quelles sont gouvernement. les actions justement qui ont été entreprises après cette COP22 en faveur justement des océans, vu qu'on en parle? Alors, c'est un bilan très positif de la COP22, à la fois sur le plan des négociations, donc de la machinerie lourde des négociations climatiques, mais également sur les initiatives lancées par le secteur privé, les banques, les financiers, les associations, les industriels, etc. Il y a quelque chose comme 1200 initiatives de par le monde. Absolument, de par le monde. Un certain nombre d'initiatives ont été lancées à Marrakech, parce que ce qu'on avait constaté avant la COP22, l'essentiel des initiatives était porté par le Nord, par les pays développés. Et à Marrakech, un point d'inflexion a été opéré et de nombreuses initiatives ont été portées par l'Afrique, par l'Asie, par l'Amérique latine. Et donc ces initiatives comportent donc des États, des représentants du secteur privé, des organisations multilatérales de financement, des ONG internationales, et qui font en sorte que la lutte contre le changement climatique soit accélérée. Donc c'est l'augmentation de l'ambition, parce que nous avons un rendez-vous important en 2020, et c'est ce qu'on appelle le pré-2020 pour les initiés, et nous devons à ce moment-là, parce qu'on a un gap à rattraper, et donc nous devons accélérer l'action. Et parmi ces acteurs importants, il y a certes les entreprises, mais il y a également les territoires.
Donc les collectivités, les villes, les régions, tous ces gens-là doivent se mobiliser, accélérer leur action pour qu'on puisse être au rendez-vous. Parce qu'il y a un objectif qui a été fixé par l'accord de Paris, c'est qu'on doit être maximum de degrés de plus en moyenne en 2100. Et si on peut, ça a été aussi recommandé fortement, 1,5 degré. Parce que c'est important pour les petits États insulaires. On y viendra peut-être tout à l'heure. Parce que justement, le niveau des océans augmente de manière significative tous les ans. J'aimerais m'adresser à professeur Loukili. En parlant d'action de l'ONU, on parle de la COP22, il y a également en ce moment même des négociations à l'ONU à propos des océans, une conférence préparatoire en tout cas pour le développement d'un instrument international qui contraint pour conserver et mieux gérer, en tout cas de manière durable, la biodiversité marine au-delà des zones sous juridiction nationale. Qu'est-ce que cela veut exactement dire en fait? Oui. Je vais vous répondre à votre question, mais j'aimerais, avec votre permission, rebondir sur ce que vient de dire mon ami Sebinahi à propos de la COP22 en relation avec les espaces maritimes. Une des innovations, de mon point de vue, de ce grand rendez-vous de l'humanité qu'a abrité la capitale ocre du royaume, c'est justement l'insertion de la mer, des mers et des océans dans les occupations, les préoccupations des acteurs, à la fois les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Et à ce sujet, force ici est de rappeler pour les téléspectateurs que s'il est vrai, comme disait Montesquieu, le premier empire, c'est l'atmosphère. Le grand empire, c'est l'empire marin. Et c'est lui qui régule l'océan. Et si on a maintenant, si on a un certain dérèglement climatique, c'est parce que il y a également, on constate un dérèglement au niveau des utilisations que l'on fait des mers et des océans. Et le Maroc est très bien indiqué pour, justement, pour porter cette voix au nom de l'Afrique, au moment où il fait un retour triomphal à l'Union africaine. Nous aurons peut-être l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Pour ce qui est de la question particulièrement intéressante que vous m'avez posée, il y a lieu ici de redire la chose suivante, c'est que la mer s'utilise en bande et au fur et à mesure que l'on quitte le littoral, il y a une dégradation au niveau des prétentions étatiques. Alors, on a bien entendu la souveraineté pratiquement totale sur la mer territoriale de 12 000. On a des juridictions fonctionnelles sur les zones contiguës et puis surtout des droits souverains dans une zone très étendue de 320 kilomètres, 200 000 marins, la zone économique exclusive. Le Maroc en dispose depuis 1981. Et puis, au-delà, il y a la haute mer. Donc au-delà, il n'y a pratiquement rien. C'est une chose commune qui appartient à tout le monde et à personne. Donc alors, aucune juridiction. Aucune juridiction. Et qu'est-ce qu'on a constaté ces derniers temps? C'est que dans cette zone, entre guillemets, que certains risqueraient d'appeler une zone de non-droit, eh bien, il y a des abus. Et on s'est posé la question, quelle est l'autorité compétente en matière de protection, de préservation des espèces qui se trouvent dans cette zone? Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que quand on a négocié la fameuse convention de Montego Bay sur le droit de la mer, à laquelle le Maroc a apporté une contribution substantielle, quand on jette un coup d'œil sur la convention, sur la charte des océans, la convention de Montego Bay, on trouve les empreintes du Maroc. Le Maroc a été un acteur très assidu et actif en matière d'émergence des nouvel ordre des mers et des océans. Mais seulement à cette époque-là, en 82, on n'était pas encore au fait des changements climatiques, de la biodiversité. Rio plus n'existait pas encore. Alors maintenant, bien entendu, la chose se pose avec acuité et toute la philosophie qui tend le droit de la mer, issue de la Convention sur le droit de la mer, c'est-à-dire une philosophie territorialiste qui
reconnaît à l'État côtier un certain nombre de droits jusqu'à 200 000, eh bien cette manière de voir semble maintenant un peu dépassée, remise en cause. Et c'est pourquoi on est en train de négocier au niveau des Nations Unies un nouvel instrument juridique, un nouvel ordre, une nouvelle convention d'appui à la Convention sur le droit de la mer, mais chargée plus particulièrement de la protection et de la préservation des espèces qui se trouvent dans les zones, qui se trouvent au-delà des zones économiques, des zones sous juridiction nationale. Alors, je me tourne vers le fondateur du Forum de la mer, Mehdi Alawindri. Cette année, le thème choisi est la mer, notre richesse. Donc, nous parlons de la mer comme richesse, parce que bien sûr, il y a les richesses halieutiques, mais pas que. Oui, parfaitement. On va parler plus largement de croissance bleue. L'idée, c'est de montrer que l'économie bleue, selon Gunther Pauli, comme vous l'avez présenté, ça s'appelle l'économie bleue parce que c'était la première fois aussi que l'être humain voyait sa maison. C'était les premières images qui ont été prises à partir de l'espace et qui ont fait qu'on a appelé ensuite la Terre la planète bleue. Et c'est une très belle idée. C'est en opposition à l'économie verte qui est uniquement dédiée au développement durable et préservation de l'environnement ou à l'économie rouge industrielle, disons. L'économie maritime et l'économie marine couvre un certain nombre de choses. Il y a le tourisme, il y a la pêche, bien sûr, il y a les biotechnologies, le transport, l'industrie navale, les communications. Vous savez que 95% des communications passent sous les océans. Et il y a beaucoup de ressources minérales et d'un potentiel extraordinaire. C'est une économie qui représente 1500 milliards de dollars. Au niveau global, dont 200 milliards étant liés à des activités qui n'existaient pas il y a 10 ans. De la même façon qu'on ne connaît que 5% des espèces qui vivent au fond 5% des océans et 15% à peu près des espèces qui y vivent. C'est moins que ce qu'on connaît de la surface de la Lune, c'est moins que ce qu'on connaît des espèces vivant sur Terre, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et d'un potentiel extraordinaire en termes de recherche sur le plan médical, pharmacologique, en termes d'énergie marine aussi, il y a un potentiel qui est encore largement inexploité. Et l'idée du Forum de la mer cette année est de montrer tout ce potentiel de la croissance bleue, à condition bien entendu qu'elle soit durable, intelligente et inclusive. Mais ceci dit, vous parlez d'inexploité, on parle aussi de 30% des stocks halieutiques qui demeurent surexploités dans le monde. Parfaitement, et c'est pour ça que le Maroc ne fait pas exception, j'imagine. Comme le disait le professeur Lucuilli, comme ça a été dit avant, c'était aussi un des enjeux de la COP, un des objectifs de développement durable des Nations Unies, l'ODD 14, va être dédié précisément et spécifiquement à la préservation des océans. Il y a dans ces zones qui sont encore des zones, des terra nullah et des zones de non-droit, le dernier Far West, on appelle souvent la haute mer comme ça, aussi des initiatives comme celle qui a été portée en mer de Ross pour pouvoir créer des sanctuaires marins, d'énormes sanctuaires marins qui sont sous juridiction internationale. Donc oui, il faut apprendre à pêcher durablement, apprendre à avoir une aquaculture durable et aussi à observer. Et ce sont là les 3 axes d'ailleurs du projet de ceinture bleue qui a été présenté pendant la COP 22 à Marrakech. Cette initiative ceinture bleue qui est portée par le département de la pêche maritime, l'INRAH et d'autres acteurs institutionnels, mais aussi membres de la société civile et chercheurs, qui vise à avoir une aquaculture durable, une pêche responsable et un mécanisme d'utilisation, observation pour pouvoir mieux protéger cet espace qu'est l'espace marin. Mais il y a des risques de pression sur le stock halieutique, notamment des types de pêche qui doivent être bannis, comme le chalutage en haute mer, qui détruit les fonds marins, qui laboure les fonds et qui détruit d'autres espèces. Il y a d'autres techniques de pêche qui peuvent être beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Il faut les promouvoir de façon à réduire la pression sur le stock halieutique. Et la pêche illégale aussi, hein, qui constitue une grande menace, illégale, et notamment en Afrique tout à fait. subsaharienne. INN de façon générale, c'est-à-dire illégale, non déclarée, non réglementée, tous ces types de pêche-là doivent être contrôlés. Mais on a aussi vu, et ça il faut rester optimiste et positif, on a vu qu'il est possible de restaurer aussi des milieux marins en mettant en place des quotas de pêche, en mettant en place, en restaurant tout à fait, en repeuplant. Donc la restauration est à prendre en compte. Il ne s'agit pas uniquement de préserver et de garder les choses dans leur état actuel, mais aussi de restaurer. C'est-à-dire en étant réaliste, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire on ne peut pas préserver et en gardant le stock que l'on a si effectivement on ne repeuple pas. Parce que de toute façon, on continuera à pêcher.
Il faut préserver, il faut qu'il y ait des aires marines protégées, il faut les développer. Mais il faut également être dans cette logique de restauration, de repeupler la Méditerranée en oursins, comme ça se fait actuellement, de restaurer les mangroves, c'est ce qui est en train de se faire au Sénégal, au Vietnam aussi. On s'est rendu compte que les mangroves, finalement, étaient le meilleur rempart contre les tsunamis. Oui. Et donc, restaurer la biodiversité, restaurer le cordon dunaire, le pillage de sable et la destruction du cordon dunaire ont des impacts sur la biodiversité, ont des impacts donc, sur les ressources aussi halieutiques des écosystèmes côtiers. Et il ne faut pas oublier donc, que la mer, c'est aussi le littoral. Le littoral est en interface entre la terre et la mer. Et les activités qui sont dans l'arrière-pays sont aussi à prendre en compte et importantes. Et justement, cette logique de restauration est nécessaire. En parlant de ces activités, on parle bien naturellement des activités touristiques qui peuvent aussi polluer, qui peuvent aussi porter atteinte à cette richesse, à cette beauté qu'est l'océan. Est-ce qu'il y a une symbiose justement entre les différents acteurs de cette croissance bleue, M. Siddiq? Écoutez, cette question de croissance bleue, on peut la schématiser en une équation. C'est comment on peut, tout en préservant ce milieu qui est très riche, très important, en faire un vecteur de développement économique, social et d'inclusion de l'ensemble des acteurs, des parties prenantes. Et cette équation-là, en tout cas l'un des paramètres les plus importants de cette équation, c'est comment on peut avoir une convergence et une efficience de l'action de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, privés, étatiques, au niveau central, local, privé, etc., pour justement aller de l'avant. Et d'un point de vue tourisme, l'équation est encore plus simple, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une ambition dans le cadre de notre stratégie, c'est effectivement développer le tourisme dans notre pays, en faire et justement renforcer son rôle de levier économique très important sur l'ensemble du territoire national, mais avec une dimension de durabilité, de responsabilité et d'inclusion de l'ensemble de la chaîne de valeur et des populations, surtout dans l'arrière-pays, qui est très importante. Et pour ce faire, justement, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de changer cette échelle et changer cette perception. C'est que le tourisme est uniquement une activité polluante et dégradante pour le milieu marin, océanique et littoral, etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'abord de changer la perception, mais aussi changer l'échelle. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes, dans le cadre de notre stratégie, devant une approche simple. C'est qu'on doit faire émerger des territoires touristiques matures et émergents qui puissent répondre à la demande, mais qui puissent aussi tenir compte des besoins des populations locales, mais aussi de préserver l'environnement. Et donc cette approche passe d'abord par la création et la mise en place de projets structurants qu'on peut appeler... Comme par exemple? Par exemple, tous les projets qui sont prévus dans le cadre du programme Azur ou les stations balnéaires, etc. Justement, est-ce que ce programme-là, aujourd'hui, on peut dire qu'il prend en compte déjà ces paramètres-là? Et puis on en est où, justement, à ce point? D'accord, donc c'est toute la logique derrière. C'est d'abord au niveau de ces méga-projets qu'on veut positionner comme des projets d'appel qui puissent d'abord qu'on puisse avoir une masse critique pour qu'on soit dans les radars et les paramètres au niveau de la demande internationale, qu'on puisse offrir une certaine capacité d'hébergement avec des spécifications bien précises, qu'on puisse offrir des activités d'animation qui puissent répondre à une demande d'une population, une frange de la clientèle qui est de plus en plus regardante à cet effet, à ces actions sur le climat, etc., mais qui puisse aussi drainer ces flux touristiques vers l'arrière-pays à travers un certain nombre d'activités connexes et complémentaires, notamment tout ce qui est activités de randonnée, les circuits, etc., justement pour que cette richesse-là, ou ces flux touristiques et ces recettes en devises et autres, puissent être canalisées vers l'arrière-pays. Maintenant, pour répondre à votre question, la première dimension, c'est une dimension de planification. Déjà, dans la planification et le dimensionnement de ces stations, la première, ou parmi les premières contraintes, c'est la contrainte environnementale. C'est que tous ces projets ont fait l'objet d'études d'impact sur l'environnement. Tous ces projets passent par un processus d'autorisation qui est très rigoureux et très restrictif en matière de coefficient d'occupation du sol, d'utilisation du sol, de hauteur. Ils en sont où ces projets? Juste pour que aussi nos téléspectateurs puissent savoir où en sont, en tout cas où en est la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs composantes touristiques au niveau de Saidia, au niveau d'Agadir, au niveau de Mogador, au niveau de Mazagan, Jdida, etc. Mais à mon avis, il ne faudrait pas uniquement se concentrer sur ce type de projet, parce que effectivement, c'est des projets phares et très importants. Mais également, il y a toute une autre gamme de
de projets qui viennent justement compléter cette offre et qui sont, disons, de taille plus modeste et plus spécifique, notamment toutes les activités de glisse, la pêche sportive, la plongée sous-marine, etc., qui font vivre beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et qui viennent répondre à une demande particulière. Et il y a aussi des activités d'appoint, mais qui peuvent être structurantes, notamment toute la partie tourisme de croisière. Aujourd'hui, nous recevons un peu plus de 300 000, 320 000 croisiéristes par an, qui dépensent en moyenne par escale 1000 dirhams par jour. Donc faites le calcul, on parle d'à peu près 300-400 millions de dirhams, dont la moitié vont dans ces dépenses en artisanat, en produits de terroir. Donc c'est autant de ressources pour justement faire bénéficier l'ensemble du tissu. Nous sommes aussi une destination qui est en train de se positionner en matière de tourisme de plaisance. Nous avons un certain nombre de marinas, alhamdoulilah, au courant des dernières années qui ont vu le jour. Donc c'est autant d'anneaux à mettre sur un marché très concurrentiel et pour lesquels on peut tirer profit. Très bien. Voilà. J'aimerais juste revenir justement à cette question de développement durable. Vous parliez de faire bénéficier les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de développement durable, on parle aussi de rentabilité, M. Ben Yahia? Bien entendu. Alors, la preuve, c'est que notre ministère maintenant s'appelle ministère chargé de développement durable, secrétariat au développement durable. Ça veut dire que le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur cet aspect-là. Le développement durable repose sur 3 piliers, comme vous le savez. Donc l'économique, le social et l'écologique. Alors l'écologique a été, de par le passé, disons, le pilier le plus atrophié, disons, pas le plus développé. J'ai dit, on n'a plus de ministère d'environnement. Hein, donc, non, mais l'environnement est dedans. L'écologie, est-ce que finalement, on a fait un pas en avant? L'environnement est dedans parce que dans le développement durable, comme dans beaucoup de pays, la clé d'entrée est environnementale. L'économique tourne tout seul. Pour le social, il y a des mécanismes et des institutions qui prennent en charge l'aspect social. Et pour l'environnement, c'est le pilier à muscler. Oui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays ont choisi de... D'ailleurs, la plupart des ministères de l'Environnement s'occupent de la promotion des principes de développement durable. Alors, le développement durable repose sur ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, l'inclusion sociale, c'est important. Le développement économique, l'efficacité économique, c'est important. Mais il y a aussi l'aspect environnemental. Parce que si on ne s'en préoccupe pas, on sape les bases de la vie, on sape les écosystèmes. Et donc, l'économique lui-même devient, et le social, du coup, devient compromis. Donc c'est la raison pour laquelle, et notre pays s'est doté, bien entendu, d'une loi, c'est une charte nationale, c'est une loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable, avec une stratégie nationale de développement durable. Oui. Et tout à l'heure, mon collègue du tourisme en parlait, on a déjà un partenariat, c'est l'un des premiers ministères à mettre en œuvre. Il y a une symbiose en tout cas. Absolument, alors, pas le seul, mais ils ont été pionniers pour décliner cette stratégie de développement durable dans leur secteur en particulier. J'aimerais parler de loi du littoral avec professeur Loukili. Est-ce que, justement, on a une loi? Qu'en est-il de son application aujourd'hui? Oui, je pense que le Maroc doit s'enorgueillir, enfin, d'avoir légiféré pour protéger son littoral. Un littoral très étendu, 3500 km de côte, particulièrement riche, mais également un littoral très sensible, fragile, vulnérable, objet d'un certain nombre d'agressions. À la fois des agressions qui viennent de la terre et des agressions également qui viennent de la mer. Et moi, je me réjouis, d'ailleurs, on a travaillé ensemble, Sib Yahia et moi-même, sur le projet de loi littorale. Cette loi, elle existe depuis maintenant 2 ans, un peu plus que 2 ans. Et je pense qu'il est opérationnel. Évidemment, il lui faut un certain nombre de textes d'appui, d'application. Dont la régionalisation peut-être de cette loi, c'est-à-dire... Incontestablement. Et c'est ce qui est en train de se faire au niveau institutionnel, au niveau du ministère. Et j'aimerais ici partager peut-être votre interpellation tout à l'heure ou votre inquiétude. J'aurais bien voulu voir figurer dans les nouvelles moutures gouvernementales dont je salue enfin l'avènement. J'aurais bien voulu voir figurer un ministère plein, chargé du changement climatique, de la mer, de la protection de l'environnement et du développement durable. Évidemment, on a maintenant un ministère qui est de développement durable, c'est une excellente chose, mais je pense qu'il faudrait réfléchir aux générations de demain, parce que le développement durable, comme disait tout à l'heure pertinemment mon ami Ben Yahia,
c'est quoi en deux mots? C'est la préservation, c'est l'exploration, l'exploitation, l'utilisation, la gestion des ressources au profit des générations actuelles, c'est surtout au profit des générations futures. Et comme disait Saint-Exupéry, nous n'avons pas hérité la terre de nos parents ou de nos grands-parents, nous l'avons simplement emprunté à nos enfants. Voilà. Sur ces mots sages, nous allons malheureusement dire au revoir à professeur Loukili parce qu'il a des engagements. Je vous remercie en tout cas pour votre présence aujourd'hui avec nous. Ce fait un plaisir. Tout le plaisir est pour nous et puis nous continuerons le débat juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue à cette émission que nous consacrons aujourd'hui à la croissance bleue. Alors je me tourne encore une fois vers Mohamed Ben Yahia. Nous parlions juste avant la pause sur cette loi littorale. Qu'a-t-elle apporté justement au littoral marocain? Alors d'abord il faut dire que c'est une loi qui met en œuvre le principe de gestion intégrée des zones côtières, qui est un principe universellement reconnu. Notre pays l'a intégré dans cette loi. On était quand même parmi les derniers qui l'avions adopté, vous savez, le littoral, dans le pourtour méditerranéen. À toute chose, il faut faire mûrir les choses. Vous savez, le littoral est un espace, comme on le disait à l'instant, très convoité, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intérêts économiques. La plupart de nos infrastructures sont sur les littorales, qu'ils soient méditerranéens ou atlantiques. Donc cet espace est à gérer avec beaucoup de précautions parce qu'il est vulnérable, surtout dans un contexte de changement climatique en plus. Donc la loi apporte des éléments de réponse, donc elle apporte des mécanismes de concertation avec l'ensemble des acteurs et ensuite introduit une planification. Alors un plan national et des plans régionaux qui vont être concertés. La semaine dernière, on a lancé, juste la semaine dernière, oui c'est récent, on a lancé le plan national du littoral avec la commission nationale dédiée à cette tâche-là. C'est un sujet important. Et par la suite, suivant, il y a un décret également, tout à l'heure le professeur Loukili parlait de la mise en œuvre, il y a un décret qui a été promulgué justement sur les mécanismes de planification et les instances de concertation. Dont cette question des régions, en fait chaque région aurait peut-être un mécanisme de gestion différent que d'autres. Alors il est prévu des commissions régionales, une commission nationale, un plan national de gestion du littoral et des plans régionaux de gestion du littoral. Très bien. Ouais. J'aimerais parler encore une fois d'écotourisme. Est-ce qu'il y a un quota justement de facilité, ou en tout cas d'installation touristique qui soit environnementalement, en tout cas qui soit respectueuse de l'environnement? Très bien. Ben, écoutez, justement, on est dans une approche complètement différente. Parce que selon nous, il faut changer d'échelle. Parce que la perception, en tout cas les usages jusqu'aujourd'hui, c'est que cette question d'écotourisme, c'est un tourisme de niche destiné à une élite sur de petites portions de territoire, etc. C'est pas le cas ailleurs. Non, aujourd'hui notre approche est de changer justement de dimension et d'échelle. Le Maroc s'est doté il y a un peu plus d'un an de la charte marocaine du tourisme durable et responsable. Donc, il y avait une première charte au niveau dans les années 2000. Maintenant nous sommes dans un nouveau cadre renouvelé qui est plus ambitieux. Et cette charte est très simple. C'est qu'aujourd'hui elle permet de remettre et de donner plus d'importance aux principes de base des modes de production et de consommation durable dans le secteur du tourisme. Et que ces nouveaux modes de consommer et de produire de l'activité touristique doivent toucher l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien pour les petits projets dont vous avez parlé écotouristiques que pour les projets structurants. Et c'est pour ça que pour nous aujourd'hui, nous sommes devant un dispositif et une stratégie qui a été adoptée par le ministère dans ce sens, qui est très simple. C'est qu'il faut d'abord moderniser nos lois et notre réglementation. On vient d'en parler avec Sibn Hia. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de remise à plat de l'ensemble des textes réglementaires régissant l'activité touristique au niveau de l'hôtellerie, des agences de voyage, des guides, justement pour inclure ces aspects de durabilité et de responsabilité au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle date de quand cette loi justement? Justement, c'est plusieurs textes qu'on est en train de mettre à jour depuis maintenant quelques années. C'est des textes assez anciens? C'est normalement, et bien évidemment, le tourisme est là depuis tout le temps.
temps. Et donc, c'est des textes qui étaient là. C'est des textes qui n'ont pas été revus ces 5 dernières années Tout à fait. Voilà. Nous venons de mettre à jour nos textes sur l'hébergement, sur les guides, etc. Et deuxième pilier, c'est aujourd'hui, en plus de cette partie réglementaire et d'encadrement, nous sommes dans un processus d'accompagnement du tissu des entreprises touristiques pour qu'ils puissent accéder à l'information, accéder au savoir, accéder à l'expertise, accéder au financement, etc., pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Et également un processus de suivi et de monitoring, c'est-à-dire il faut mesurer l'impact justement de cette activité touristique sur au niveau des régions, sur le territoire, etc., avec des dispositifs. Et c'est dans ce sens-là, je rebondis sur ce qu'avait dit Sibn Hiya. Donc le ministère du Tourisme est en charge du tourisme et le département en charge des développements durables ont depuis maintenant 3 ou 4 ans mis en place un partenariat très solide et durable justement pour cette question de mesurer la durabilité à travers les observatoires régionaux de l'environnement. Et le dernier pilier sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est comment on peut mettre en place des outils ou des dispositifs d'aide et éventuellement au financement et d'accès justement pour encourager ces projets, qu'ils soient petits ou grands. Très bien. On parle de projet justement, ce projet de préserver notre environnement, notre littoral, commence à être un peu ancré dans les mentalités, que ce soit de l'investisseur ou du citoyen lambda. Mehdi Alaoui. Je pense qu'il faut, et c'est ce qu'on défend depuis le début, depuis la création du forum, c'est cette nécessité d'une vision et d'une gestion intégrée. Il faut qu'il y ait plus de transversalité. Donc il n'y a pas vraiment cette symbiose dont je parlais en début d'émission. Elle commence justement avec le plan national du littoral, et c'est ce que disait Sibn Hiya, il y avait des commissions régionales, une commission nationale, et l'idée c'est de faire travailler tous ces acteurs ensemble, qu'il y ait plus de transversalité, que le département de la pêche, du tourisme, du développement durable, de l'équipement et les transports, l'activité portuaire, soient présents dans des commissions qui ont, parce qu'il y a des conflits d'usage, parce qu'il y a des conflits parfois aussi de prérogatives, il est nécessaire de travailler ensemble pour avoir cette vision globale. Et ce qu'on disait aussi sur les interactions entre l'économique, le social, le sociétal et l'environnemental, ces interactions existent. Il faut les intégrer dans une vision et une gestion commune, que les gens travaillent ensemble pour aller vers une meilleure préservation de l'environnement et qui connaissent aussi mieux les problématiques, les difficultés que rencontrent les autres opérateurs pour arriver à des solutions consensuelles mais c'est surtout cette dimension économique qui pourra peut-être réconcilier tout le monde et puis donner à tous une vision commune. Il y a un potentiel d'emploi lié à l'économie bleue, à la croissance bleue, qui est extraordinaire. Au Sénégal, ça a été fait. Des coopératives en zone côtière, de femmes notamment, ont permis de créer plus de 30 000 emplois. Ce sont vraiment des nouveaux métiers qui sont en train de naître. Dans les biotechnologies, aujourd'hui, dans le cadre du Forum de la mer, on aura des présentations sur les innovations dans la croissance bleue. On a plusieurs ateliers, donc une croissance bleue innovante, une croissance bleue concertée. On parlait de concertation. On en est où justement dans la recherche et le développement dans cette question de biotechnologie? Est-ce que le Maroc on peut dire que on travaille sur cela aujourd'hui? Il y a quelques initiatives, notamment l'Université Chouaib Kali, la Fondation Masser aussi, travaillent sur des projets d'algocarburants. C'est des processus réellement innovants sur des projets de valorisation du potentiel des algues marines. Mais il faut voir aussi ce qui se fait dans le monde. C'est un peu comme le GSM, ça s'est diffusé très rapidement, Internet s'est diffusé très rapidement. Maintenant, la circulation de l'information est beaucoup plus rapide, la circulation des pratiques est beaucoup plus rapide. Donc, ce qui se passe ailleurs dans le monde pourra être implémenté au Maroc aussi à court terme. Aujourd'hui, il y a on s'est rendu compte, un chercheur, Franck Zal, s'est rendu compte qu'un ver marin s'était doté d'une molécule qui son hémoglobine permettait de transporter de l'oxygène et donc de créer des pansements intelligents qui permettent de cicatriser plus vite, d'augmenter la durée de vie, de réduire le risque de rejet de greffe. On a remarqué aussi au fond des océans. Tout ça dans les océans. Parfaitement, au fond des océans, il y a des éponges. Il y a des éponges. J'arrive au biomimétisme justement. Il y a des éponges qui fabriquent du verre à très basse température, ce que l'être humain n'arrive pas encore à faire. Et l'être humain ferait bien de s'inspirer plus de la nature. De Vinci avait dit que scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Et oui, la mer est l'avenir de la Terre parce que il y a beaucoup de choses à découvrir et qui ont des applications pratiques. La structure de ces éponges, que ce soit leur structure architecturale, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, mais aussi la fabrication
fabrication du verre est inédite. La nature et le biomimétisme poussent tant vers ça. Janine Banyuls disait qu'il faut considérer la nature comme notre maître et comme un étalon, comme un modèle. C'est-à-dire que on a 3,8 milliards d'années de R&D dans la nature, depuis l'apparition de la vie sur Terre. Donc la nature a beaucoup plus d'expérience que nous. On ferait bien de s'en inspirer et de se rendre compte de ce potentiel qui est aussi bien économique. Mohamed Ben Yahya. C'est juste pour rebondir sur ce sujet-là, c'est une question d'une importance capitale. La recherche dans les océans. C'est cela. Vous savez on croit savoir, mais il y a de la biodiversité globale, il y a 13% qui se trouve dans les océans. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 13%. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance encore importante, surtout dans les grands fonds marins. Est-ce que c'est pas plus mal? Et 98% là où des arrive océans, c'est les grands fonds marins. Est-ce que c'est pas plus mal? Parce que là où arrive l'humain, finalement... non, mais c'est des opportunités de développement importantes. Mais également, c'est la connaissance de la nature. Très bien. Et on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord connaître, comprendre les mécanismes, s'en inspirer. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent dans toutes nos inventions. Et aussi protéger, pour nous et pour les générations futures. Donc la recherche dans les océans est une question importante. Et est-ce qu'on y donne justement, on lui donne cette importance? Est-ce qu'on en finance Je vais vous donner quelques indicateurs. Alors auparavant, l'océan était considéré comme l'exutoire de tous les déchets. Et puis pour transporter... Ça l'est toujours un peu maintenant. Beaucoup moins, il faut le reconnaître, beaucoup moins. C'était l'exutoire et puis on l'utilisait pour transporter, c'était pratique. Il y a le vent, les voiliers, etc. Et puis on partait, on voguait la galère. Maintenant, les choses, même dans les habitations, généralement, on tournait le dos à la mer. Et on regardait vers l'intérieur des terres. Au XVIIIe, XIXe siècle. Mais tout ceci change maintenant. Dans le monde, dans certains pays un peu plus que d'autres. Et donc, la découverte de l'océan est un aspect important. Alors, quels sont les quelques indicateurs? Vous prenez par exemple le document « L'avenir que nous voulons ». En 2012, à Rio + 20, au Brésil, ce document a été adopté, c'est-à-dire 20 ans après Rio. Dans l'ensemble des chapitres, il y a un chapitre sur l'océan qui fait 21 paragraphes. Le plus gros chapitre. Le suivant est sur la finance, il fait, si mes souvenirs sont bons, 15 ou 16 paragraphes. Le changement climatique ne fait que 4 ou 5 paragraphes, pour vous dire. Vous prenez les ODD. L'objectif 14 est sur les océans. Et que dit l'objectif 14? C'est-à-dire que nous devons atteindre 10% d'aires marines protégées, océans et mers. 10% de la surface protégée. Il faudrait qu'on réduise de manière drastique les déchets. Il y a des cibles qui ont été fixées. Il faut développer la connaissance, notamment dans les 98% des territoires océaniques et marins qui sont encore à découvrir. Donc c'est un immense chantier, à la fois pour la recherche, pour le développement, et pour le développement durable, bien entendu. Donc c'est le sujet de l'avenir. D'ailleurs, le climat, auparavant, ne s'est pas beaucoup intéressé, le changement climatique. Ou les négociateurs qui négociaient sur les questions climatiques ne s'intéressaient pas beaucoup à l'océan et en mer. Alors que l'océan, c'est un formidable réservoir de chaleur, plus que l'atmosphère. La chaleur de la Terre est plus absorbée dans les océans que dans l'atmosphère. Deuxièmement, il y a 30% des émissions de CO2 qui sont pompées, absorbées par l'océan, plus que dans l'atmosphère. Donc c'est une pompe à carbone, à CO2. Et ça, on le sait peut-être, bon, on commence à le savoir, les gens commencent à prendre connaissance, et donc à l'avenir, les questions d'océan et de mer vont jouer un rôle à la fois pour les questions d'économie bleue, mais également pour le climat. C'est le régulateur mondial du climat planétaire. Et ça, les gens ont tendance, sauf les météorologues et les scientifiques, ont tendance à l'oublier. La nature parfois nous le rappelle. La nature, pardon, sur ce point-là, la nature parfois nous le rappelle parce que quand il y a des tsunamis, quand il y a une fonte des glaces, quand on constate cette acidification des océans et cette montée des eaux, il y a des pays dont l'existence est menacée. Et les Maldives peuvent perdre une partie considérable de leur territoire. Le Bangladesh ces pays aussi, insulaires étaient invités d'honneur, c'est cela, la COP22? Non, c'est les organisateurs. Non, c'est-à-dire à cette COP22, ces pays insulaires étaient des invités d'honneur parce que c'est les plus touchés. Insulaires en développement. Exactement. Et les îles Fidji vont organiser la prochaine COP22 à Bonn. À Bonn, pas chez eux, parce que ça ferait trop de pression pour un petit pays insulaire. Oui, je vous en prie. Je voudrais réagir par rapport à cette question de nécessité de mettre
ensemble nos efforts à l'échelle régionale, continentale, mondiale, etc. Parce que l'action justement continentale d'un seul pays, justement, ne suffit pas. Juste pour vous donner un exemple sur l'importance du tourisme, justement, comme contributeur et comme acteur, justement, dans ce développement ou cette croissance bleue, l'action du Maroc et l'initiative du Maroc que nous essayons de porter ont été et sont reconnus par la communauté internationale, notamment par l'Organisation mondiale du tourisme, qui fait partie du système des Nations Unies et qui est l'organe en charge de la gestion de la chose touristique au niveau mondial, mais également au niveau méditerranéen, européen et surtout africain. C'est dans ce sens que l'année dernière, lors de la commission régionale pour l'Afrique de l'OMT, l'initiative marocaine de se doter d'une charte marocaine pour le développement du tourisme durable et responsable a été reconnue, saluée, et tous les pays africains ont été invités justement à s'inspirer de cette initiative marocaine et c'était justement notre volonté et notre idée pour développer une charte africaine. Chose qui a été faite. Donc, en marge de la COP 22 en novembre dernier, nous avons signé avec 25 pays africains. Oui. Nous avons élaboré et signé la charte africaine du tourisme durable et responsable. Cette liste de signataires qui est en cours d'élargissement, la semaine dernière, nous étions à Addis Abeba, nous avons 3 signataires de plus. Et l'idée est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, le tourisme est un secteur important. Il est là aussi, il permet de répondre aux objectifs de développement durable. Par exemple, l'année 2017 a été promulguée par les Nations Unies, année internationale du tourisme durable pour le développement. Le Maroc est membre du comité de pilotage de cette année. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous avons proposé, et ça vient d'être acté la semaine dernière à Addis Abeba, d'organiser justement pour concrétiser cet esprit de charte africaine, une caravane africaine de sensibilisation justement des populations locales, des acteurs publics et privés, etc. Mais aussi que ce soit une plateforme pour partager l'expérience et l'expertise en matière de solutions, d'innovation en matière de tourisme durable, mais également que ce soit aussi un levier pour aller chercher des financements pour des projets concrets. Et l'idée, c'est justement mettre nos efforts avec nos pays amis et frères au niveau du continent africain, justement pour que l'Afrique ne soit plus la première victime de ces changements climatiques ou qu'elle soit que la partie qui paye, mais qu'elle soit aussi une partie qui profite et qu'elle fasse de ce tourisme responsable durable un levier de développement sur l'ensemble du continent. Comme l'a si bien précisé le souverain dans son discours du 16 novembre, où justement il a appelé l'Afrique à utiliser justement ces ressources de manière optimale et en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. Et justement, quand on parle, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a parlé de développement inclusif. Qu'est-ce que ce développement inclusif à travers justement cette croissance bleue? Inclusif veut dire ne laisser personne sur le bord du chemin. Chacun contribue selon... Absolument. Tout le monde est embarqué, que ce soit au sein des pays, donc toutes les couches sociales participent, ou entre pays, aucun pays n'est laissé de côté. Et donc tout le monde contribue en fonction de ses capacités et apporte sa contribution en fonction de ce qu'il peut. Ça, c'est important. Et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être Mehdi qu'on a parlé, l'initiative Ceinture Bleue. Elle est au cœur, justement, de cette question. Alors, elle vise d'abord à promouvoir les pêches durables, parce que le continent souffre d'une pêche qui n'est pas réglementée. Il faut savoir que, d'après les chiffres, il y a 12 millions d'Africains qui vivent de la pêche. Oui. C'est important. Donc, c'est une composante essentielle de la sécurité alimentaire africaine. Donc, promouvoir une pêche durable, c'est important. Et une pêche durable en renforçant la résilience des communautés de pêcheurs. Ça aussi, c'est important. Et donc, à la fois... Comment on peut faire cela? Faire en sorte que cette pêche soit durable va faire durer les revenus pour ces pêcheurs et ça permettra à ces pêcheurs de se développer normalement et pas épuiser, avoir une exploitation minière de la ressource. C'est ça qui se passe malheureusement dans certains endroits du monde. Donc c'est ça, l'inclusivité et la durabilité. Alors à l'occasion de la COP22, cette initiative importante a été lancée, la Ceinture Bleue, dont le cœur est cette économie bleue. Alors à cette occasion, beaucoup de bailleurs de fonds se sont engagés à apporter des financements importants. L'Union européenne, par exemple, en la personne de son commissaire pour la pêche, s'est engagée à mobiliser 140 millions d'euros à titre de dons pour la résilience des communautés de pêcheurs et pour les pêcheries durables. Un fonds de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement avec la FAO a été également annoncé, qu'ils allaient le mettre en place avec des financements importants de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. Ça concerne tout le continent Pour l'Afrique. Ça a été annoncé à Marrakech, donc à la COP22 pour l'Afrique. Alors ça vise
Et qui pilote cela, en fait, sur le terrain? Est-ce qu'il y a une commission? Est-ce que, c'est-à-dire, on parle de fonds, on parle de lever des fonds, on parle de gros investissements quand même. Qui s'occupe de la gestion de ces projets? Alors, pour ces fonds, donc c'est les banques multilatérales. Non, mais sur le terrain, je veux dire. Alors, c'est chaque pays. Alors, il y a d'abord, voilà, pour pouvoir financer, les ressources ne viennent pas comme ça. Il faut avoir des projets, et des projets de qualité. Oui. Et là, ça nous renvoie vers un sujet très important également. L'accès au financement, qu'il soit climatique ou autre, dépend de la qualité des projets. Et donc du renforcement de capacité. Si nous n'avons pas les experts qu'il faut pour élaborer les projets de qualité, nous ne pourrons pas et c'est le cas. Au Fonds vert, par exemple, les ressources sont là, mais les projets de qualité n'arrivent pas. Bon, des fois, ils arrivent de qualité, mais bon, ça c'est un autre problème. Les bailleurs de fonds, eux aussi, des fois... ont d'autres considérations. Mais c'est vrai, quand on a l'expertise, quand on a les bons projets, on arrive à mobiliser les ressources, là où ils se trouvent. Et donc c'est un sujet important, d'autant plus important qu'en Afrique, il y a un fort besoin en termes de renforcement de capacité. C'est la raison pour laquelle, à la COP22, notre pays a fait des propositions également pour renforcer les capacités de l'Afrique en tant que continent vulnérable, mais également des petits États insulaires, et développer des réseaux de centres de compétences pour le renforcement des capacités. Ça aussi, c'est un outcome, comme on dit, un produit important de la COP22. Nadia Alaoui Mdgheri. Alors oui, effectivement, il faut rappeler aussi que 60% de la population mondiale vit en bord de mer et en bord d'océan, et que 17% de la population mondiale dépend du poisson pour sa nourriture, mais aussi pour son activité économique. Pour ce qui est de l'Afrique, je pense que c'est le berceau de l'humanité, et c'est peut-être aussi l'avenir de l'humanité. On l'a vu avec le méga projet. C'est une évidence, c'est une réalité aujourd'hui. On l'a vu dans notamment le domaine des énergies renouvelables. L'Afrique pourrait devenir le générateur du monde, parce qu'on a du soleil. Et des électrons verts. C'est exactement, des électrons verts et tout propres, parce qu'on a cette côte aussi africaine. Il y a des mécanismes de coopération qui ont déjà été mis en place, comme la COMAFAT par exemple, pour la communauté de la pêche sur la côte ouest de l'Afrique. Il faut développer tous ces mécanismes de coopération et ces instances qui vont permettre de travailler ensemble. Mais surtout, nous n'avons pas fait encore de choix industriels qui soient irréversibles en Afrique. L'Afrique ne produit que quelques pourcents de l'ensemble des émissions de CO2, du fait qu'elle soit encore sous-industrialisée. Il y a cet avenir que nous pouvons rêver autrement, que nous pouvons penser autrement, parce que ces choix désastreux qui ont été faits par certains pays, que ce soit en matière de tourisme, que ce soit en matière industrielle, en matière de nucléaire ou autres filières dont on peut discuter dans d'autres polluantes. Oui, les déchets, 75% des déchets qu'on trouve en mer sont des déchets qui viennent des terres, tout simplement, qui viennent de l'industrie et des zones urbaines. Ce qu'on jette à Marrakech peut se retrouver à Essaouira en mer. Oui, le 7e continent, il y a une expédition d'ailleurs qui s'appelle 7e continent, et il y en a un second qui vient d'être découvert tout récemment. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vortex dans le Pacifique Nord qui agglomérait tout le plastique qui est jeté à terre. On a trouvé des microparticules de plastique dans le poisson, on a trouvé des phtalates toxiques dans des grands fonds marins. Donc l'activité sur terre a un impact évidemment sur la mer. Maintenant, pour l'Afrique, pour revenir à ça, c'est que ces choix qui ont été faits, ou ceux qui n'ont pas encore été faits, doivent prendre en compte ces contraintes environnementales ou ces opportunités aussi environnementales, et de voir qu'il y a un potentiel de croissance en matière de création d'emplois, en matière de création de valeur ajoutée, en matière d'alimentation, parce que les grands enjeux des années à venir vont être des enjeux liés aux migrations, liés à l'eau, liés à l'alimentation, à l'énergie. Les besoins augmentent au fur et à mesure que la pression démographique augmente. Et ces besoins-là peuvent être satisfaits en partie par les océans, à travers les énergies marines renouvelables, à travers une pêche plus respectueuse de l'environnement et mieux gérée, à travers le développement de l'aquaculture. Donc l'océan peut permettre de répondre à des grands enjeux d'humanité, de civilisation. On voit les drames qui se jouent sur nos côtes en termes de migration. On va en parler aussi au forum de la mer. C'est des migrations qui sont économiques. On parle maintenant aussi même de migration. Exactement. Des réfugiés climatiques. Des réfugiés climatiques et des changements d'écosystèmes peuvent mener à des mouvements migratoires importants et créer des répercussions économiques comme écologiques. Les efforts du Maroc sont reconnus maintenant au niveau mondial.
Et que ce soit par les projets que nous sommes en train de mettre en place au niveau de notre pays qui commencent à donner leurs fruits, ou que ce soit par notre contribution scientifique et également d'accompagnement d'un certain nombre de pays africains sur des choses qui sont et des thématiques concrètes et qui commencent à donner leurs fruits. Donc le Maroc, effectivement, je le confirme, et c'est pour ça que le Maroc co-préside actuellement le partenariat ou le cadre décennal, le programme décennal des Nations Unies pour le développement durable avec la France, la Corée du Sud et l'Organisation mondiale du tourisme. Et donc le Maroc aujourd'hui est reconnu comme bon élève justement dans cette question de tourisme durable et responsable au niveau africain. Dans certains pays, il y a un point qui vient de me venir à l'esprit. Dans certains pays, comme par exemple le Costa Rica, on impose une taxe environnementale. Est-ce qu'on c'est pour justement préserver l'environnement de ce pays dont la biodiversité n'est plus à louer. Mais est-ce que c'est envisageable au Maroc une taxe justement pour l'environnement? Qu'avec tous les touristes qui viennent, c'est une contribution. Écoutez, on peut imaginer tous les outils possibles et imaginables, mais je pense que le mot d'ordre, c'est de payer le prix juste. Payons le prix juste pour un tourisme. Une dizaine de dollars. Hein, non, c'est pas une question pour la taxe. Le prix juste de la prestation touristique marocaine, d'une manière générale. Et si on arrive à vendre un produit au prix juste, qui soit équitable, qui puisse bénéficier aux producteurs initiaux et aux intermédiaires justement de cette prestation touristique, on va gagner. Que ce soit à travers une taxe, ou que ce soit avec le prix de la prestation, ou que ce soit à travers l'encouragement des innovations pour justement optimiser les coûts de production, l'idée c'est de payer le prix juste pour une prestation juste qui soit la plus inclusive et la plus profitable aux populations. Un dernier mot, Mohamed Ben Yahia. Bon, vous parliez tout à l'heure de cadres de coopération qui pourraient exister. Je voudrais en dire peut-être un petit mot. Nous avons deux façades maritimes, la Méditerranée et l'Atlantique. Alors quand on parle des cadres de coopération existants, on trouve qu'au niveau de la Méditerranée, le cadre est très riche. Bon, c'est vrai que c'est une mer semi-fermée, c'est pas comme l'océan Atlantique. Mais nous avons, dans ce cadre-là, et notre pays a été un constructeur de ce dispositif juridique international. Nous y avons participé depuis le début. C'est une convention dite Convention de Barcelone qui existe depuis 1975, avec 7 protocoles pour les déchets dangereux, pour la biodiversité marine, pour la gestion intégrée des zones côtières. Alors, le concept, au départ, était pour la préservation de la mer Méditerranée, mais il a évolué pour devenir le développement durable de la Méditerranée, de la mer et des zones côtières. Qu'en est-il du Sud? Alors, le problème, c'est ailleurs. Quand on regarde la côte atlantique africaine, nous avons la Convention d'Abidjan sur le développement économique maritime, sur les pêcheries, sur la sécurité maritime, sur la coordination et la collaboration entre une vingtaine d'États de l'Afrique de l'Ouest, du Centre. Et c'est tout. Et il y a, à l'initiative du Maroc, la conférence qui a été lancée en 2009, la conférence des États riverains de l'Atlantique. C'est-à-dire du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Ça, c'est le deuxième cadre qui existe sur la rive atlantique. Alors ce deuxième cadre est beaucoup plus global. C'est un cadre de dialogue politique, de promotion du développement durable et de promotion de la stabilité régionale et de la sécurité dans la région. Donc voilà, quand vous comparez, par exemple, ça veut dire qu'il y a un travail énorme à faire avec, dans notre continent, avec les pays riverains de l'Atlantique pour développer des cadres plus élaborés, à l'instar de ce qui est fait pour une mer intérieure, qui est la mer Méditerranée. En tout cas, ça pousse. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Éco.